Que se passe-t-il quand on est de l'union entre le monarque des ombres, une entité quasi divine à l'origine d'un empire de ténèbres, et l'une des plus puissantes chasseuses de rang S, incarnation même de la lumière et de la droiture? Il se passe qu'à peine quelques mois après ta naissance, tu voles déjà comme si c'était inné, tu manipules ton environnement sans toucher à rien, et surtout, tu manifestes un pouvoir tellement démesuré qu'un simple coup de poing peut pulvériser un monstre. Ce personnage, il s'appelle Sung Suo. Et il existe. Dans le monde déjà ultra cheaté de Solo Leveling, fallait être sacrément culotté pour introduire un personnage qui puisse réellement faire de l'ombre, jeune mot complètement assumé, à Sung Jinwoo. Mais avec Suo, on n'a pas juste un fils d'eux, on a littéralement une bombe nucléaire qui est prête à exploser à tout moment. Au départ, même si Suo se fait clairement dominer lors de son premier échange contre Igris, ce n'est pas un drame, ce n'est qu'un échauffement pour lui. Très vite, il s'adapte, lit le style de son adversaire et transforme l'affrontement en un véritable feu d'artifice. Le combat devient explosif, imprévisible, presque sauvage, avec des échanges de coups d'une intensité rare. Grâce à ses réflexes et sa capacité d'analyse en plein combat, mais surtout à la puissance brute de ses gantelets et à sa force physique démesurée, Suo finit par prendre le dessus sur le chevalier d'élite de l'armée d'ombre. Vient ensuite Beru, l'ancien roi des fourmis, et là on change de registre. Suo se retrouve face à un adversaire autrement plus véloce et imprévisible. Mais malgré tout, le combat tourne court. Beru se fait dominer sans véritable suspense. Il faut cependant nuancer. Sa loyauté quasi fanatique envers le jeune héritier l'empêche de se battre sérieusement. Il hésite, retient ses coups et semble presque ému d'être face à lui. En réalité, ce duel ne compte qu'à moitié. En revanche, quand il affronte le reste de l'armée d'ombre, Suo livre une véritable démonstration. Les soldats tombent les uns après les autres, incapables de résister à cette puissance fulgurante qui émane de chacun de ses mouvements. Ce n'est plus simplement de la force, c'est une présence, une aura glaciale et tranchante, terriblement familière, qui rappelle de son père dans les heures les plus sombres. Chaque coup porté par Suo semble chargé d'une volonté meurtrière, comme si ses poings eux-mêmes hurlaient leur désir de domination. Vitesse et puissante deviennent son langage naturel, jusqu'à ce qu'il arrive à l'ultime épreuve de cette série, Bélion. Bélion, c'est le sommet de l'armée d'ombre, le plus ancien et le plus redoutable, et face à lui, Suo se donne corps et âme. Le combat qui s'ensuit est d'une intensité rare, une déferlante de coups où chaque échange pourrait être le dernier. Suo n'a plus de choix. Il doit puiser dans toutes ses ressources, dans chaque fibre de son corps, pour tenir tête à ce guerrier d'un autre âge. Et il y parvient, lentement, douloureusement. Il parvient à repousser Bélion, non pas à l'écraser, mais à le faire reculer. Ce simple exploit suffit à établir une vérité. Suo a franchi une étape. Il n'est plus un enfant doué, il est un véritable combattant. Mais le test final n'est pas encore passé. Sur un dragon noir, immobile et imposant, trône celui que personne n'ose défier, Sung Jinwoo lui-même. Son aura n'a pas d'équivalent. Ce n'est pas juste de la puissance, c'est une autorité absolue, une présence divine. Contre toute attente, Suo parvient à résister, à se tenir debout, à encaisser. Mais cela ne dure pas. Il se fait battre, sèchement, sans appel. Pas parce qu'il est faible, mais parce que Jinwoo est encore loin devant. Le message est clair. Malgré tout son potentiel, il lui manque encore l'expérience, la lucidité et ce calme propre à ceux qui ont vu des mondes s'effondrer. Alors pour son bien, Jinwoo scelle ses pouvoirs, non pas pour l'arrêter, mais pour lui permettre de vivre, de grandir et de se préparer. Le moment viendra, mais pas encore. Ce n'est que plus tard que Suo obtiendra enfin le système à son tour, un allié de taille qui va lui permettre de progresser à grande vitesse. Pourtant, ce n'est pas sa puissance qui frappe en premier, mais bien sa volonté. Même amoindri, sans le niveau qu'il avait autrefois, Suo fait preuve d'un mental de fer, d'un courage brut qui ne vacille pas. Il affronte un adversaire redoutable et parvient à le repousser avec une détermination qui impose le respect. Peu après, il retrouve Beru, affaibli, son lien avec Jinwoo n'étant plus qu'un fragment de lui-même à cause de la distance. Mais malgré ça, Beru devient son guide, à la fois mentor et tutoriel vivant. Et franchement, je crois pas qu'il aurait pu rêver d'un meilleur coach. Là où Jinwoo régnait sur les ombres en stratège froid, Suo choisit un style bien plus discret, plus instinctif, et surtout profondément personnel. Il ne commande pas une armée à distance, il est au cœur de la mêlée, chaque combat étant une extension de lui-même. La grande différence entre les deux générations réside dans la manière dont ils utilisent le pouvoir du monarque des ombres. Jinwoo s'appuyait sur la stratégie, le contrôle et la gestion de ses soldats, presque comme un général d'armée. Suo, lui, préfère la confrontation directe. Enfin, il faut souligner l'un des atouts les plus impressionnants. Création de l'ombre, une capacité unique à Suo. Là où Jinwoo invoquait ses soldats à partir des ombres des morts, Suo va plus loin. Il crée des armes ou objets à partir de ces ombres, selon sa propre imagination. Cela lui permet de personnaliser chaque affrontement, de produire instantanément l'équipement idéal et de s'adapter à n'importe quelle situation. C'est une capacité aux possibilités quasi infinies, qui le rend imprévisible et redoutable.
Autre élément fondamental, Suo est capable de communiquer avec tous ses soldats d'ombre, même les plus faibles. Contrairement à Jinwoo, qui n'échangeait qu'avec ses généraux, qui étaient un peu élitistes sur les bords en gros, Suo crée un lien beaucoup plus humain, presque fraternel, avec ses troupes. Cela traduit une approche plus sensible du pouvoir, un attachement à ses créations qui dépasse le simple outil militaire. Mais il a aussi des faiblesses. Il ne possède pas la compétence de stockage d'ombre, ce qui l'empêche pour l'instant de garder ses soldats à long terme. Cela peut donner l'impression qu'il est limité, mais en réalité, ça l'oblige à faire preuve d'une créativité permanente. Là où Jinwoo construisait une armée sur la durée, Suo fonctionne à la spontanéité, en recyclant les ressources disponibles sur le champ de bataille. Cette contrainte devient en réalité une force. Elle pousse Suo à se dépasser, à rester toujours en mouvement, à improviser constamment. En fait, l'orientation de Suo vers la force brute n'est pas anodine. Elle résonne avec sa destinée, celle de devenir le monarque de la destruction, successeur d'Antares, l'une des entités les plus redoutées de l'univers de Solo Leveling. Là où son père incarnait le contrôle, la stratégie et la maîtrise de l'ombre, Suo incarne donc l'explosion, l'impact, la volonté de briser tout obstacle par la puissance pure. C'est une divergence fondamentale dans leur essence. Suo est un titan en devenir, une tempête à lui seul, destiné à incarner une force cosmique capable d'effacer des mondes. Héritier d'Antares signifie aussi devoir contenir une énergie fondamentalement destructrice, et Suo, par son tempérament direct et son corps forgé au combat, semble être le seul humain capable d'endosser ce fardeau sans s'y perdre. D'ailleurs, là où son père affrontait les monarques, Suo choisit de coopérer avec leurs descendants. Grâce à ses skills de lien, il fusionne avec eux pour acquérir leur pouvoir. Il partage ainsi les capacités de Gray, descendant du monarque des Crocs, d'Essil, monarque de la gloutonnerie, ou encore Amout, celui des procès. Ce système d'héritage spirituel donne à Suo une polyvalence inédite. Il devient littéralement le point entre les anciens pouvoirs des monarques et la nouvelle génération. Pour en revenir à Amout, après avoir vaincu le boss du donjon, Suo déclenche l'effondrement de la zone, permettant à Amout, jusque-là prisonnier, de briser ses chaînes. Mais sa liberté n'est pas gratuite. Les bois attachés à ses chaînes, piégés par Tarnak, se retournent contre lui. Avec l'aide d'Essil, Suo parvient à repousser les assauts juste assez longtemps pour ouvrir un portail vers le donjon d'ombre, offrant ainsi à Amout un sanctuaire enfin paisible. C'est ainsi qu'il respecte techniquement sa promesse à Suo. Pour se racheter, il décide alors de le former, à sa manière. Ce qui suit est un entraînement absurde et brutal. Sans pompe, sans squat, sans abdos, 10 km de course. Oui, c'est sûr, ça vous dit forcément quelque chose. Et cela tout en portant Amout lui-même sur son dos. Suo, abasourdi, s'y plie et gagne enfin son respect. Mais pas que. Cet entraînement, aussi absurde qu'intense, n'a rien d'anecdotique. Il marque une montée en puissance fulgurante pour Suo. Beru lui-même, pourtant difficile à impressionner, note à quel point sa force brute s'est intensifiée. Et il n'a pas tort. À peine l'épreuve terminée, Suo prouve l'étendue de ses progrès en broyant un ennemi colossal à main nue, littéralement en l'étreignant jusqu'à l'implosion. Alors, petite note importante, je ne vous ai pas présenté Thiel, qui est un antagoniste exclusif et important de l'œuvre. Apôtre de la race extraterrestre Itarim, il infiltre la Terre en se divisant en 5 fragments, chacun prenant une forme humaine plus évoluée pour économiser son énergie, épée, enfant, ado, etc. Contrairement à Beru, il agit en secret, infiltre la société humaine et rejoint la guilde de la mort pour manipuler les événements. Thiel possède un pouvoir redoutable, la bénédiction d'amplification, capable de booster temporairement les capacités d'un individu, voire de le posséder entièrement. Il répand une substance appelée étoile poussière, servant à contrôler les chasseurs et créer des brèches. Fasciné par le concept du libre arbitre humain, il commence à s'intéresser à Suo, qu'il perçoit d'abord comme une menace à éliminer, avant de vouloir le rallier à sa cause. Cette poussière d'étoile, il va s'en servir sur Lee Min-sung. Mais même avec ce gain de puissance, Suo surprend encore. Lorsqu'un adversaire dopé, probablement de niveau S à ce moment-là, lui fonce dessus, l'âme levée, il bloque l'attaque sans le moindre effort. Sa maîtrise dépasse déjà le cadre d'un chasseur classique, au point qu'on commence à le désigner comme l'humain le plus fort vivant. Cependant, l'équilibre vacille lorsque Thiel absorbe le pouvoir de Lee Min-sung, déculpant sa propre puissance. Cette nouvelle forme, presque monstrueuse, inflige une lourde défaite à Suo, mais ce revers n'est que temporaire. En réponse, Suo invoque une nouvelle armée composée d'ombres chimériques, fusionnant plusieurs entités pour renforcer ses capacités. Grâce à cette tactique, il finit par terrasser le corps de Min-sung. Thiel, blessé mais pas fini, s'éloigne et tire une flèche faite de poussière d'étoiles. Elle atteint Suo, le contaminant. Le système tente de la rejeter, sans succès immédiat. Finalement, la situation est stabilisée, juste assez pour permettre à Suo d'accepter une quête spéciale et de fuir à travers un portail.
Mais ce n'est pas n'importe quelle quête. Pour devenir plus fort, Suo doit affronter ses propres reflets, sa version de lui-même du tutoriel, brut et déchaîné, représentant la force absolue, et un double bébé sournoisement surpuissant dans les capacités psychiques. En gros, c'est comme affronter d'un côté Saitama et d'un côté Shigeo de Mob Psycho. L'entraînement est infernal. Suo meurt des centaines de fois, laissant chaque fois une marque sur le sol, jusqu'à ce que son sang et sa volonté dessinent littéralement un labyrinthe de souffrance. Et c'est seulement après cet enfer qu'il rencontre enfin un adversaire digne de lui, à sa hauteur. Un autre lui-même, issu d'une autre dimension, une version terriblement forte, presque égale. Celui-là, il peut se le faire. Et à force de détermination, Suo finit par le vaincre. Lorsqu'il revient dans le monde réel, ce n'est plus le même homme, il est transformé, transcendé. Il commence même à rassembler une petite équipe en cours de route, usant de sa nouvelle compétence de création d'ombre pour façonner des alliés sur mesure, en leur fournissant des armes. Et c'est là que réside l'un des points les plus fondamentaux et les plus touchants du personnage de Sung Suo. Il n'a jamais été conçu pour se battre seul. Là où Jinwoo incarnait la solitude absolue, l'homme qui avançait dans les ténèbres entouré de soldats silencieux mais sans réel compagnon, Suo est littéralement son opposé. Non seulement par choix, mais aussi par nature. Ses pouvoirs eux-mêmes appellent à la coopération, à l'alliance, au lien. Tout dans son arsenal est tourné vers le partage de puissance. Que ce soit via ses skills de lien, où il fusionne avec des héritiers de monarques pour amplifier ses propres capacités, ou encore via la création de l'ombre, qui permet de forger des armes non pas seulement pour lui, mais aussi pour ses alliés, ce n'est pas un roi solitaire sur son trône d'ombre. C'est un chef de meute, un catalyseur de forces diverses. Il ne veut pas écraser les autres sous sa puissance, il veut s'élever avec eux. Son pouvoir devient littéralement plus efficace quand il combat aux côtés des autres. Le meilleur exemple, c'est son interaction avec Grey ou Circa. Au lieu de les dominer ou de les reléguer à des rôles secondaires comme Jinwoo l'aurait peut-être fait, il fusionne avec eux, partage leurs dons, les intègre à son style. Et ces fusions ne sont pas que mécaniques, elles sont émotionnelles. Et c'est précisément ce qui le rend dangereux. Là où Jinwoo était le sommet d'une pyramide, Suo est une constellation. Il ne brille pas seul, il fait briller les autres autour de lui. Cette approche est aussi profondément liée à sa quête personnelle. Il ne cherche pas la force pour se venger ou asseoir un règne, mais pour retrouver ses parents, comprendre leurs choix et peut-être les rejoindre, les aider dans leur quête. Il veut recréer un lien perdu. Et ça se traduit jusque dans sa façon dont il conçoit le pouvoir, le lien avant tout. Et si certains doutaient encore de ses ambitions, Suo lui-même est très clair. Il veut devenir l'homme le plus puissant. Il ne compte pas seulement surpasser les apôtres et les monarques, non. Il veut dépasser aussi son père. Oui, Sung Jinwoo, l'homme qui se bat actuellement seul dans l'espace contre des dieux et des races extraterrestres. Chacun ses ambitions après tout. À l'heure où je vous parle, à la fin de cette première partie, Suo n'est qu'au niveau 42. Comme on peut le voir, il mise tout sur la force brute. Et franchement, il est bien parti pour foutre le monde à genoux. Alors, qui sait, peut-être que Suo n'est donc pas un simple successeur, c'est une rupture, un nouveau modèle. Il n'hérite pas passivement du pouvoir de Jinwoo. Il le transforme, l'absorbe, le transcende. Il combat non pas pour dominer, mais pour retrouver ses parents, pour comprendre ce qu'il est, et pour prouver qu'il peut être fort à sa manière. Et ce qu'il vise, ce n'est pas juste le trône du monarque des ombres, c'est celui du monarque de la destruction. Pas pour anéantir, mais pour reconstruire autrement. C'est cette ambition fondée sur le chaos et l'espoir mêlés qui le rend si terriblement dangereux et fascinant à la fois.